Dans un dense petit ouvrage, Philippe Cotter s'applique à démontrer les mécanismes de la violence extrême. Le Valaisan, docteur en relations internationales, trouve des parallèles entre les criminels en série et les criminels politiques. Comprendre les processus, c'est essayer de les enrayer. Avec quel succès futur? Philippe Cotter, on vous écoute. Philippe Cotter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de votre ouvrage « Nazisme, terrorisme et tueur en série, l'énigme de la violence extrême ». On va prendre le mal par la racine. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la violence? Eh bien, je suis historien de formation et au début des années 90, je me suis intéressé à la psychologie du nazisme et un peu plus tard, comme il y avait sur les écrans le silence des agneaux et qu'on parlait beaucoup des tueurs en série, le rapprochement entre les deux formes de violence, celle du nazisme et celle des tueurs en série, ce rapprochement s'est fait de façon naturelle. Et ça s'est fait immédiatement dans vos têtes, ce déclic-là, en vous disant, tiens, il y a une psychologie d'un côté, la logique du tueur en série, c'est comme ça, du coup, je les relis? Non, d'abord, j'avais commencé par le nazisme, et après, effectivement, à travers mes intérêts aussi, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des modes de fonctionnement et des modes de pensée identiques dans ces deux formes de violence extrême. Mais vous en avez parlé autour de vous, vous avez commencé à lancer cette idée-là, ou vous avez regardé comment? Oui, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à des spécialistes aussi. Je suis allé voir des spécialistes qui travaillent dans des prisons. Je les ai interrogés et c'est comme ça que le sujet a commencé. Et à chaque fois, ça vous a renforcé dans votre idée? Tout à fait. C'est ce qui m'a permis, en fait, mes connaissances, c'est ce qui était étonnant, en fait, c'est que mes connaissances dans le domaine du nazisme m'ont permis de comprendre assez rapidement comment fonctionnent les criminels individuels. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait des liens à établir entre ces deux formes de violence, qu'il y avait des ponts à établir. La violence, on en a parlé à Canal 9 plusieurs fois. En 2002, nous avons fait un micro-trottoir pour savoir comment le Valaisan vivait cette violence. Regardez. Plus caché qu'ailleurs, que dans les grandes villes, on se rend moins compte. Les gens, ils cachent, ils disent pas tout. Dans les familles, mais personnellement, je pourrais pas dire qu'il y a plus ici. On la ressent dans les écoles, une manière de s'exprimer, qui est des élèves, qui est peut-être pas forcément de la violence, mais qui est une espèce de violence verbale auquel on n'est pas habitué, et qui est peut-être leur manière normale de s'exprimer maintenant. J'habite depuis 10 ans dans la même maison à la campagne et j'ai jamais été agressé, non. Moi j'habite la vallée, alors il n'y a pas beaucoup pour le moment. Un peu peut-être, oui. Comment il y a plus de violence? C'est parce que les jeunes, peut-être ils ne travaillent pas, ils ont besoin aussi d'argent et ma foi. Pour le moment, en Valais, on a encore une certaine tranquillité par rapport aux autres cantons. Je synthétise, la violence, c'est les jeunes et c'est verbal. Ça vous étonne? Pas vraiment, non, parce que je crois qu'on connaît très mal la violence. Et moi, ce qui m'intéressait dans mes recherches, c'est de définir un nouveau type de violence, la violence extrême, ce qui est assez étonnant, mais en fait, c'est un concept qui n'existait pas. Tant qu'on n'avait pas mis en parallèle les différents types de violence intense, on ne pouvait simplement pas créer ce concept de violence extrême. Et c'est ce que j'ai fait dans mon ouvrage. Là, on voit en tout cas, j'ai presque envie de paraphraser ce que dit le groupe de rock Le Beau Lac de Bâle. Petit pays, petit souci. On ne se rend pas compte de cette violence-là ici. On a tendance à croire que c'est toujours autre part. Effectivement, la violence extrême est un phénomène rare, voire très rare. Et je crois qu'il faut aussi le remettre à sa juste place. Il ne faut pas non plus que ça nous paralyse au niveau social, que ça paralyse les énergies sociales. Ça fait partie des risques de la vie en communauté. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Donc cette violence-là, on a de la peine à la sentir. Et est-ce qu'on la banalise? Je ne crois pas qu'on la banalise. On en parle beaucoup dans les médias. Mais encore une fois, on en parle beaucoup parce que c'est spectaculaire, mais en nombre, c'est finalement assez peu nombreux. Donc je crois qu'il faut quand même la mettre à sa juste place, la violence extrême. Alors de cette violence extrême, on en a parlé voici une dizaine d'années, c'était au Rwanda. C'est un thème qu'on va aborder par le biais de cet extrait tiré du DVD Hôtel Rwanda. Où avez-vous pris ça? 1 kilomètre d'ici, sur la route.
Fred, c'est David. J'ai des images affreuses. C'est un massacre. Des gens ont été tués à coups de machette. Et si je te le fais parvenir tout de suite, tu peux le passer aux 20h? Oui. Il faut que tu le passes. Comment on en arrive à ça, Philippe Cotter? Ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont toujours des phénomènes qui se développent sur la durée longue. Il n'y a pas de société qui devient tout d'un coup, qui explose et qui devient tout d'un coup violente. Il y a certaines étapes que l'on retrouve dans tous les génocides. La première étape, c'est une brutalisation de la société. Les rapports sociaux qui deviennent extrêmement tendus. Ça, on l'a observé en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, alors qu'au Rwanda et au Cambodge, cette brutalisation a eu lieu durant la colonisation. Et c'est cette désorganisation sociale qui permet à des extrémistes d'arriver au pouvoir, ça c'est la deuxième étape, et d'installer une dictature. Et ces extrémistes, ils trouvent toujours la façon de bien parler à un peuple, parce qu'en fait, ils sont élus démocratiquement, ce qui était le cas du côté du nazisme, par exemple. Oui, tout à fait. Mais la dernière étape, celle qui est la plus dangereuse, en fait, c'est quand ces extrémistes sentent que ce pouvoir est en train de leur échapper. Alors, comme ils sentent ce pouvoir qui leur échappe, ils essayent de trouver un substitut à ce pouvoir, et c'est là qu'ils établissent leur pouvoir sur des victimes innocentes et totalement démunies, et c'est à ce moment-là seulement que débutent les génocides. Donc c'est vraiment le résultat d'une très longue évolution. Vous l'avez dit, vous êtes intéressé également aux tueurs en série pour faire les parallèles. Alors c'est vrai que le cinéma en a usé et abusé de cette figure. Un exemple parmi tant d'autres, Seven. C'est plus joli dans maison et jardin. Qui a dit que c'était un meurtre? Personne. Il doit avoir un cœur gros comme un jambon. Si c'est pas une crise cardiaque, je comprends rien. C'est pas ordinaire. Dans ce film, Philippe Cotter, le tueur en série, a une logique. Il élimine ses victimes par le biais des 7 péchés capitaux. Il y a toujours cette logique-là dans l'œuvre d'un tueur en série? En fait, il y a certaines caractéristiques que l'on retrouve dans la psychologie de tous les tueurs en série. Un très fort égocentrisme, une volonté de domination sur les victimes et une absence de remords pour les violences commises. Et il y a encore une autre caractéristique qui est assez troublante, en fait, c'est qu'ils obtiennent un plaisir lorsqu'ils commettent leurs actes de violence. C'est-à-dire comme c'est des individus qui, dans la vie quotidienne, ont peu de compétences sociales, en déséquilibrant les rapports avec la victime, ils obtiennent une forte stimulation interne qui constitue leur substitut du plaisir. Et c'est la recherche de cette exaltation interne qui les pousse par la suite à répéter leur violence. Vous en avez rencontré dans le cadre de vos recherches? J'en ai pas rencontré directement. J'ai rencontré par contre des gens qui travaillent avec eux. Il faut savoir que pour interviewer ce genre de criminels, ce sont de très longues démarches et en plus il faut suivre des protocoles extrêmement précis. Donc c'est une démarche qui est extrêmement lourde et par contre on peut les étudier à travers les études qui ont été faites par les agents du FBI qui en ont interviewé vraiment un grand nombre et qui ont permis de dresser un portrait, si on veut, un portrait robot du tueur en série. Mais ces personnes-là, pour la société, c'est terminé. Ils n'ont pas de remords, donc ils ne peuvent pas être soignés. C'est le problème. C'est quelque chose qu'on constate chez tous les tueurs en série. C'est qu'ils revivent en fait leurs crimes et ça fait partie de leur monde, ça fait partie de leur univers. Donc à l'intérieur de votre ouvrage, vous soulignez bien qu'un tueur en série commet plein de meurtres pour effacer la culpabilité du premier. Et en fait, vous dites que c'est pareil pour les génocides. Effectivement, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais si on se met dans la tête du tueur, c'est tout à fait logique parce que le premier meurtre, c'est quelque chose d'un point de vue émotionnel qui est très dur à porter pour l'individu. Donc une façon pour lui de banaliser ce premier passage à l'acte, de le gérer en fait, c'est de répéter son meurtre.
Il y a des personnes qui, à un moment ou à un autre, pètent les plombs, on le dit dans notre société. C'est arrivé à Zug. On va examiner les retombées du côté de notre société valaisanne quelques mois plus tard. Ce matin, le Grand Conseil a ouvert sa session de novembre. Jusqu'à ce jour, aucune disposition particulière concernant la sécurité n'avait été discutée. Mais depuis les événements de Zug, les choses ont changé. Des événements d'ailleurs encore bien présents à l'esprit de certains. Oui, quand même, oui. Quand je me suis levé, d'autant que je suis en face de l'allée principale, je me suis dit une fraction de seconde, mais quelle belle cible tu fais là. Mais enfin, non, quand même, je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis, dans ce canton, bien sûr, ça peut arriver n'importe où, ce genre d'accident comme à Zug. Hein. C'est vraiment dramatique, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Et vous savez, ça peut arriver dans un grand magasin, ça peut arriver dans un stade de foot, ça peut arriver un peu partout, malheureusement. 2 portes d'accès bloquées, quelques policiers en civil, le gouvernement et le Parlement ont choisi une sécurité légère. Nous voulons absolument éviter un sentiment de psychose et puis nous voulons surtout que les mesures soient proportionnées. Éviter ce sentiment de psychose, ça veut dire à un moment ou à un autre qu'on n'a pas envie de le regarder en face, ce danger? Oui, ce qui est intéressant dans la tragédie de Zug, c'est que ce type d'individus, en fait, on les appelle des meurtriers de masse. Ce sont des individus qui commettent plusieurs assassinats dans un événement unique. Et ce qu'on a observé dans tous ces cas, en fait, c'est que l'individu annonce son passage à l'acte de façon systématique. Et c'est quelque chose, on ne le savait pas, mais maintenant avec les études qui sont développées, c'est quelque chose que l'on sait très bien. Et c'est quelque chose qui n'était pas pris en compte auparavant. On pensait que l'individu exagérait ou bien simplement qu'il plaisantait. Alors que maintenant, on sait que ces signes sont des signes de dangerosité possible. On les prend beaucoup plus au sérieux et dernièrement, ça a déjà permis d'éviter certains drames. Mais c'est vrai que la connaissance, là, c'est l'arme absolue. Il faut vraiment savoir comment ces individus fonctionnent et quelles sont les différentes étapes qui les conduisent. Donc ça veut dire qu'on peut désamorcer un événement comme celui de la tuerie de Zug ou désamorcer, si on continue dans votre logique, un génocide. Oui, tout à fait. Il faut vraiment bien connaître les étapes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un domaine d'études très récent. Il y a seulement quelques années qu'on s'intéresse à ce type de violence. Et donc, il faut vraiment que des études soient faites dans ce domaine pour qu'on puisse prendre les mesures qui s'imposent. Votre sentiment à vous, d'après votre expérience, d'après vos études, comment on peut faire pour bien noyauter tout ça? C'est-à-dire au niveau de la recherche? Au niveau de la recherche, puis au niveau, je ne sais pas, d'un tueur en série, par exemple. Là, de nouveau, je pense qu'il faut vraiment, c'est au niveau de la connaissance, il faut vraiment que des études soient faites. C'est déjà en partie le cas aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, on est plus attardé dans ce domaine. Et au niveau d'un génocide, vous dites qu'il faut apprendre à gérer une communauté en crise. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que les communautés qui fonctionnent correctement ne recourent pas à la violence collective. Parce qu'elles n'ont pas besoin. La dynamique interne à la société est suffisante pour qu'il n'ait pas besoin de chercher des victimes. Et qu'est-ce qui fait qu'une société fonctionne correctement? Ce sont des sociétés où les individus communiquent entre eux et ont du plaisir à communiquer entre eux. Donc c'est vraiment ce type de comportement qu'il faut encourager au niveau social et qui permettra d'éviter des violences collectives. Par le biais de la sortie de ce livre, vous communiquez. Quelles sont les réactions autour de vous? Essentiellement de la curiosité, je crois, comme c'est un nouveau domaine qui a encore été peu exploré. Et ça m'a permis de rencontrer des gens intéressants, et j'aimerais en citer 3. Roméo Bonvin, qui est un graphiste valaisan, qui a réalisé la couverture. Estelle Gita, qui est l'éditrice, qui a fait la typographie de l'ouvrage. Et un journaliste, Emanuele Saraceno, qui a eu le titre de l'ouvrage, qui a eu l'idée premier du titre de l'ouvrage. Philippe Cotter, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Comme n'importe quel invité, vous avez droit à notre carrousel de citations. À vous de dire stop quand vous le désirez. Stop. Il ne faut jamais faire de confidence, cela abîme les sentiments. C'est de Raymond Queneau. Là, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette citation. Je dirais justement au contraire qu'il vaut mieux communiquer ses émotions. Je crois que c'est important. La communication, justement, on vient d'en parler, je crois qu'elle est essentielle au niveau interpersonnel et au niveau des groupes aussi. Il faut encourager la communication. Donc, les gens qui peuvent devenir dangereux pour ceux qui sont autour d'eux ou pour la société, c'est des gens qui ne parlent pas. C'est vrai, c'est souvent un symptôme au départ.
Philippe Cotter, merci d'être venu devant nos caméras. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de nazisme, terrorisme et tueurs en série, l'énigme de la violence extrême. Et c'est publié, ce sont des jeunes éditions, hein, oui, les éditions Eclectica. Voilà. Et c'est très accessible, c'est très lisible pour n'importe qui. C'était vraiment il faut le préciser. C'était le but, c'était vraiment de communiquer le résultat des recherches universitaires au grand public. Philippe Cotter, merci. C'est la fin de cette semaine. Les entretiens reviennent lundi à 19h10 avec Olivier Salama, le nouveau directeur de l'ASA. Merci de votre fidélité et excellent week-end à toutes et à tous. Clic, clic, ça veut dire qu'on est libre ?